Madame, Monsieur, ravi de vous retrouver dans cette édition du journal. 108 députés de la 9e législature sont élevés à divers grades dans l'ordre national du Bénin par un acte pris lundi par le président de la République, Patrice Talon, et la vice-présidente Chabi Talata. Dysfonctionnement des feux tricolores sur plusieurs carrefours de la commune d'Abomey-Calavi. Le fait empêche une fluidité de la circulation. Vous aurez le reportage d'Arthur Indo dans cette édition. Et puis la CEAC, entendez, Communauté économique des États de l'Afrique centrale, décide de suspendre le Gabon de ses instances après le coup d'État dans le pays. Par le décret numéro 2023-448 du 4 septembre 2023 portant nomination et promotion à titre exceptionnel et civil dans l'ordre national du Bénin, signé de Patrice Talon et Chabi Talata, les députés de la 9e législature ont été élevés à divers grades dans l'ordre national. Suivez le commentaire. Élus pour le compte de la 9e législature, 108 députés ont été élevés ce lundi à divers grades au sein de l'ordre national. Parmi eux, 40 ont connu une promotion, dont 7 passant de grand officier à grand croix et 33 de commandeur de l'ordre national du Bénin à grand officier de l'ordre national du Bénin. De l'autre côté, ce sont 68 députés qui ont fait leur entrée dans l'ordre national pour la première fois. Selon le décret, ces derniers sont élevés au grade de commandeur de l'ordre national du Bénin, comme l'indique le décret signé du président Patrice Talon et de la vice-présidente Mariam Chabi Talata. Scolaire 2023-2024, la voie passant par le pont donnant accès au CEG Le Nokoué et Kindonou est toujours en chantier. Cet état de choses ne va-t-il pas compliquer la tâche aux populations pour allier les collèges de Cotonou par la voie passant par Godoma? Arthur Indo est allé voir de près la situation sur le terrain. Moi, si je voulais passer par là maintenant, on m'a dit que c'est pas passable. J'étais obligé de retourner. Et ce retour va obliger Acadius Ronton à passer devant Bénémaché à Ménontin avant de se retrouver sur ce pavé quittant ce Génokoué. La raison est toute simple. Ils ont commencé par travailler sur la voie. La voie n'a pas pris. On n'a senti aucun changement parce que depuis ça fait quelques mois. Donc il faudrait qu'ils nous libèrent un peu la voie pour que le passage soit opérationnel parce que ça fait très longtemps. Et on est obligé de passer par l'autre voie, ça crée des accidents. Les travaux ici sont loin de s'achever alors que la rentrée scolaire pointe déjà à l'horizon. Là, ça serait très difficile parce que la rentrée a déjà commencé. Ça serait très difficile que les enfants, surtout les nouveaux et collégiens, se lèvent le matin, vont passer par d'autres lieux, passer par une autre voie pour pouvoir venir. Ça serait très difficile, très difficile. On aura du mal à amener les enfants à l'école parce qu'il n'y a pas beaucoup de voies à Cotonou. Donc, avec les go solo, tout ça là, bientôt quand ça va être fini, on serait en joie. Pour les usagers quittant Calavi, voici donc le chemin à emprunter. Ils sont obligés de contourner parce qu'il n'y a pas d'autres moyens. Les gens qui venaient à Calavi là, ils vont passer sous l'échangeur ou bien sur l'échangeur pour continuer. Il y a un carrefour Bénémaché pour rentrer au Génokoué. Vous voyez, c'est un peu difficile. Vu les difficultés, quelques usagers proposent des pistes de solutions. Il faudrait qu'ils nous libèrent un peu la voie pour que le passage soit opérationnel parce que ça fait très longtemps. Et on est obligé de passer par l'autre voie, ça crée des accidents. Si les gens peuvent faire diligence, si on peut même recruter assez d'argent et assez de personnes pour pouvoir accélérer les travaux parce que la rentrée pointe déjà. Et les élèves, comment ils vont circuler. La libre circulation des personnes et des biens est la meilleure des choses à offrir aux citoyens dans un pays. Alors il urge de penser à soulager les peines de la population.
Et parlons justement de cette libre circulation des biens et des personnes. L'utilité des feux tricolores n'est plus à démontrer. Ils permettent la fluidité de la circulation. Malheureusement, la quasi-totalité ne fonctionne plus dans la commune d'Abomey-Calavi, ce qui rend difficile la circulation aux usagers de la route, surtout sur les carrefours. Suivant ce reportage pour mieux comprendre. Il n'est pas un secret de polichinelle pour personne vivant à Abomey-Calavi de faire l'amer constat du dysfonctionnement de presque la quasi-totalité des feux tricolores sur les grandes artères, alors que ces feux sont d'une importance capitale. Les feux tricolores jouent un rôle primordial dans la régulation de la circulation au niveau des intersections, puisqu'elles permettent essentiellement de permettre aux chauffeurs motocyclistes de passer à tour de rôle. Les feux tricolores jouent le rôle des agents au niveau des intersections. Régulariser la circulation, permettre le passage, ceux qui doivent passer avant les autres. Donc c'est ce rôle que les feux jouent au niveau des intersections. Ce dysfonctionnement des feux tricolores à Calavi cause déjà plusieurs dégâts dans la cité dortoir. Le gros risque que courent les motocyclistes et chauffeurs pour le non-fonctionnement des feux tricolores à Calavi est essentiellement lié au cas d'accident qu'on constate sur les intersections et carrefours. Au niveau des intersections, quand on ne maîtrise pas qui doit passer avant qui, tout le monde est pressé et ça crée souvent des accidents. Ce qui se passe par rapport au feu n'est pas allumé là, c'est très grave. Ça crée beaucoup d'accidents. Il urge donc de trouver en urgence une solution à cette situation. Je pense que les autorités doivent, dans un premier temps, penser à corriger ces pannes de feux tricolores sur les carrefours et également déployer beaucoup d'agents de sécurité pour la régulation des circulations au niveau des feux tricolores. Si le président ou soit le maire peut envoyer et les gens vont réparer là, c'est très bon. Moi je propose que ils revoient ce genre de trucs, ils réparent les feux, soit ils déploient beaucoup d'argent au niveau des carrefours pour régulariser la circulation. Face à ce désarroi des paisibles populations qui ne savent plus à quel sein se vouer, les autorités communales et les services compétents sont invités à penser au soulagement des peines des populations. Les coups d'État, au-delà de l'instabilité politique qu'ils engendrent dans les pays africains, divers indicateurs économiques sont aussi affectés, comme le taux de croissance, le taux d'investissement ainsi que le taux de chômage. Certains journalistes spécialistes des questions économiques nous parlent ici des conséquences dramatiques des coups d'État sur l'économie des pays qui en sont victimes. Ils sont au micro de Clémence Tonoucoin. Les conséquences de ces coups de force sur les économies sont nombreuses. Quand il y a coup d'État, on voit les institutions sous-régionales qui réagissent. Et l'une des premières mesures, c'est prendre un certain nombre de mesures conservatoires contre les États. Il y a la fermeture des frontières avec les pays autour de ces États. Ça limite déjà les mouvements économiques, les déplacements. Or, ce sont ces déplacements qui favorisent le développement de l'économie, qui favorisent les mouvements et l'émulation de l'activité économique. L'autre chose, quand il y a ces coups d'État, la BCEAO prend un certain nombre de mesures contre les États. On gèle par exemple les comptes des États, les avoirs des États. Or, les entreprises qui sont dans ces pays et qui commercent avec les pays extérieurs ont besoin de ces avoirs pour aller sur le marché international. Les réserves de change, on en a besoin pour faire des affaires à l'étranger. Mais quand c'est gelé, comment est-ce que vous allez faire les affaires? Les populations elles-mêmes sont impactées parce que quand il y a coup d'État, il y a dysfonctionnement à un certain niveau. L'activité économique ne tourne plus bien. Une entreprise qui est installée par exemple dans un pays, qui a besoin d'importer des outils pour fonctionner, quand il y a coup d'État, ça ne marche plus. On a fermé les frontières. Comment est-ce que vous aurez ce que vous avez commandé? On prend par exemple le cas du Niger, le Bénin. Quand il y a coup d'État au Niger, on a fermé les frontières. Et les sociétés qui se sont installées au Niger et qui doivent commercer, le Niger n'a pas un port, les entreprises qui sont là-bas passent par le port de Cotonou. Quand les produits viennent au port de Cotonou et à cause de la fermeture des frontières, ça ne pourra plus venir au Niger, comment est-ce que ces entreprises vont fonctionner? Il y a cessation d'activité. Et quand il y a cessation d'activité, ou même vous remarquez que les revenus, ce que les entreprises doivent engranger, ça baisse. Et quand il y a baisse, c'est l'économie du pays qui recule. Donc à cause de ces coups d'État, il y a une série d'impacts sur l'économie des pays. Aucun pays ne peut vivre en autarcie.
Il n'y a pas de pays qui puisse vivre fermé. Quel que soit ce que vous faites, vous avez besoin à un certain moment d'échanger avec des gens. Quand on parle de coup d'État, ce n'est pas seulement le pays dans lequel il y a eu coup d'État qui est immédiatement impacté, négativement bien sûr, et donc les pays limitrophes, c'est-à-dire les pays qui entourent ce pays principal, sont également concernés par les effets négatifs. Et quand vous prenez l'exemple du Niger, depuis que le coup d'État est intervenu, la frontière du Niger a été fermée avec le Bénin, et donc les mêmes frontières en question ont été fermées avec les pays comme le Nigeria et autres. Et donc quand on parle de fermeture de frontières, ça limite déjà les activités. En matière d'investissement, on connaît une chute, et également quand on parle du marché de l'emploi, il y a que l'emploi devient précaire, et donc on a de fortes chances d'assister à des fermetures à quelques endroits, et donc on peut facilement retrouver des gens au chômage. Il y a aussi que quand on parle de coup d'État en matière de conséquences sur les entreprises, on peut noter qu'il y a une baisse au niveau de la coopération avec l'extérieur. Au Niger, première sortie médiatique du Premier ministre nigérien de transition nommé par les autorités issues du coup d'État. Au cours de sa conférence de presse, Ali Mahaman Lamine Zeyn a parlé des relations avec la France et d'autres préoccupations également. Suivant le point avec nos confrères de RT. Sortie attendue de tous les Nigériens, le Premier ministre de transition décide en effet d'évoquer la mise en œuvre de l'action gouvernementale depuis les événements du 26 juillet 2023. Face donc aux multiples objectifs des caméras de la presse nationale et internationale, Mahaman Ali Lamine Zeyn a abordé les relations avec la France, dont l'ambassadeur et les bases militaires refusent de quitter le pays, malgré la demande formellement adressée dans ce sens par les nouvelles autorités. Les forces françaises, vous avez dû voir la mobilisation qu'il y a. Le gouvernement a déjà dénoncé les accords qui leur permettent d'être sur notre territoire. Elles sont dans une position d'illégalité. Et je pense que les échanges qui sont en cours devraient permettre très rapidement que ces forces se retirent de notre pays. Dans une manifestation, je suppose que vous n'êtes pas en train de dire que c'est le gouvernement qui demande aux gens de porter les drapeaux russes. Ah voilà. Mais écoutez, même en Europe, quand il y a des manifestations, on a vu des gens porter les drapeaux qu'ils souhaitent porter. Sachez que j'ai assisté à une réunion où le chef de l'État a donné des instructions claires à tous les ministres pour sensibiliser les Nigériens de manière à ce que tous les Nigériens dans une manifestation portent le drapeau du Niger, pas le drapeau de quelqu'un d'autre. Il a également donné des précisions sur les relations avec la CEDEAO qui menace toujours d'intervenir militairement pour rétablir l'ordre constitutionnel et aussi la réponse qu'entend apporter le Niger en cas d'agression extérieure. Toutes les dispositions sont prises pour que nous puissions nous défendre. Il faudrait que vous le sachiez. Je dis bien toutes les dispositions. Et ce serait une guerre injuste si on décidait de nous attaquer. Je ne voudrais pas rentrer dans les détails dans la mesure où nous sommes en pourparlers pour que la raison soit entendue. Pour que la raison, bien entendu, soit de mise, de manière à ce que ces pays qui poussent, vous le savez bien, il y a une quinzaine de membres de cette institution communautaire. Vous avez peut-être 3 ou 4 pays qui appellent à cela. Mais nous sommes déterminés à nous défendre, si jamais il y a une attaque. La situation actuelle des finances publiques, marquée par un fort taux d'endettement qui a quasiment quadruplé en 10 ans, les préparatifs de la rentrée scolaire prochaine et la possibilité d'un retour au bercail des exilés politiques sous l'ancien régime afin de contribuer à la refondation du pays ont également été au centre de cette première sortie médiatique du Premier ministre de transition. La communauté économique des États de l'Afrique centrale a suspendu le Gabon de ses instances après le coup d'État dans le pays. La décision a été annoncée dans un communiqué final publié à l'issue d'une session extraordinaire consacrée à la situation politique et sécuritaire gabonaise.
La conférence a décidé de suspendre avec effet immédiat la participation de la République gabonaise à toutes les activités de la communauté jusqu'au retour à l'ordre constitutionnel dans les plus brefs délais. Pour rappel, la communauté économique des États de l'Afrique centrale, qui réunit 11 pays de la région, avait condamné le coup d'État au Gabon et a appelé à la restauration de l'ordre constitutionnel dans le pays. Hier, le chef des militaires du Gabon a prêté serment en tant que président de la transition. Le Gabon est le énième pays africain à être le théâtre d'un coup d'État militaire au cours de ces dernières années. C'est la fin de cette édition du journal. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. Bonne suite de programme à la compagnie d'Iden TV.